Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Marguerite, son père et les médecines, épisode 2. Après sa première expérience avec la psilocybine qu'elle nous a racontée dans le premier épisode, Marguerite se sent au début d'une enquête sur sa propre psyché. Elle a conscientisé un message peu clair autour de la thématique de l'inceste et se pose des questions sur son père, sans pour autant être convaincue d'avoir subi une agression de sa part. Dans cet épisode, elle nous raconte la suite. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Avant d'y retourner, j'étais très précautionneuse parce que j'étais entourée de gens qui avaient de grosses notions de réduction des risques. Donc on m'a dit, de toute façon, on n'a pas forcément envie d'y retourner tout de suite au début. Hein. Donc j'ai attendu, on m'a dit attends plusieurs mois, donc j'ai attendu 6 mois. J'ai voulu recommencer, mais j'ai trouvé personne pour me gardienner, donc j'ai fait ça toute seule. Et là, j'ai un peu fait un mauvais délire. C'est pas vraiment un bad trip, mais disons que je me suis vue à l'autre bout du couloir, donc je me suis vue moi-même à l'autre bout du couloir, je me suis dit oulala, ça me disait rien de bon. J'étais chez moi toute seule et j'ai pris un produit qui était pas super. Je croyais que c'était des champis, mais c'est un truc un peu, une espèce de pochette surprise que j'avais acheté sur un site. C'était censé être des champignons, mais c'était une espèce de poudre. Aujourd'hui, je ne recommanderais jamais ça à personne. De toute façon, je ne recommanderais pas, mais ça, par exemple, je décommanderais formellement. Pas très agréable, mais donc je me suis dit, il faut que je trouve encore une autre retraite. On avait fait une liste sur WhatsApp avec les gens de la retraite qui étaient en Hollande. Donc il y a un des gars qui dit, oh là là, quelques mois plus tard, il dit, écoutez, je suis allé en Espagne, j'ai fait une retraite dans un endroit super avec de l'ayahuasca, je vous le recommande, pour le coup. Et donc je me suis dit, tiens, l'ayahuasca, j'en avais entendu parler en effet. On m'avait dit que ça pouvait faire un reset de l'esprit, un truc comme ça, j'étais très intéressée, et puis c'était en Espagne, c'était encore un lieu où c'était toléré légalement, donc je me suis dit, allez j'y retourne, ça c'était 1 an après ma première expérience avec les champignons, donc j'y suis allée quand même doucement, tu vois. En Espagne, on était une 20aine de personnes, on était accueillis par un couple, et puis aussi beaucoup de bénévoles, c'était assez frappant. Moi, j'étais très méfiante. Je voulais savoir s'il y avait un protocole de soins en cas de problème. Il n'y avait rien qui était prévu. Donc, je me disais, moi, c'est des branquignoles. J'étais très, très cadrée, tu vois. J'avais besoin d'un truc très, très rassurant. Enfin, toujours assez rationnel, quoi. Finalement, ça s'est très bien passé. Enfin, il y avait eu des beaux témoignages de gens qui avaient déjà fait ça sur un premier cercle de parole, qui sont revenus, notamment une dame qui avait guéri de la fibromyalgie, son mari qui avait été incesté, qui lui-même avait sorti un peu la tête du trou, il a arrivé à regarder les gens en face, enfin des choses comme ça, ils ont raconté, c'était assez frappant. Et là-dessus, je fais ma première expérience avec l'ayahuasca, et là, c'était énorme. C'était énorme, j'ai revécu ma naissance, tu vois. J'ai eu à un moment donné, j'avais jamais eu de transe physique, et j'en ai jamais plus après, j'ai eu des transes mentales, mais là j'ai eu une transe physique quand j'ai vomi pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, un espèce d'instant magique qui arrivait, ma tête a commencé à bouger en arrière comme ça, et puis ça a duré assez longtemps, et au bout d'un moment, quand ça s'est arrêté, que je me suis couchée, je me suis rendu compte que j'étais en train de revivre ma naissance, mais à l'envers, tu vois. Donc, j'avais la tête qui bougeait. Je me suis dit, mais c'est les forceps, en fait. Je savais que j'étais née au forceps et je me disais, mais c'est très doux. Mais évidemment qu'ils vont pas tirer sur la tête du bébé vachement fort, quoi. Donc, j'avais l'impression que c'était ma tête entre des cuillères, comme ça, qui était secouée enfin, pas secouée, mais délicatement... qui faisait bouger délicatement pour me sortir du ventre. Et en fait, après, j'avais l'impression d'être dans un ventre... Et je me disais, j'étais en mode victime, je me disais, mais on m'a volé ma naissance, on m'a volé ma naissance. Dans ma tête, c'était important parce qu'on m'avait déjà volé ma puberté, tu vois. Donc je me disais, mais c'est décidément cette histoire avec la médecine, ça date pas d'hier, c'était déjà là au moment du commencement. Et donc j'étais colère, mais j'étais désespérée un peu. J'avais envie de dire à ma mère, fais autre chose, mais je voyais, j'avais beau être sous-produit, j'étais quand même dans mes marottes habituelles. Et à un moment donné, je me suis dit, mais on m'a volé ma naissance, mais là, je vais prendre ma naissance. Et ça, du coup, la boucle dans laquelle j'étais s'est interrompue, et là, il s'est passé des choses encore
assez magique. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que mon âme était refichée, retéléchargée depuis le cosmos dans mon troisième œil, parce que la fois précédente, elle avait été mal mise d'une certaine manière. Et donc j'ai senti ça, un truc de lumière. Et j'ai senti la prise de responsabilité. J'ai senti que c'est moi qui étais... Maintenant, c'était moi, j'étais quand même assez âgée. Hein, et je me suis dit, mais maintenant, c'est à moi de prendre ma responsabilité. C'est moi qui décide de ma vie. Voilà, donc ça a été assez important. Et puis, petit à petit, on a fait plusieurs prises d'ayahuasca, plusieurs cérémonies. Et petit à petit, j'ai commencé à rentrer en contact avec la plante. Elle m'a parlé, si tu veux. Enfin, j'ai eu l'impression d'être en contact directement avec ce qu'ils appellent Mother Ayahuasca, sachant que j'étais extrêmement sceptique quand j'en ai entendu parler. Et puis, une fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, waouh, mon Dieu, donc mince, alors ça passe par moi, cette histoire aussi, ça va être compliqué à assumer. Mais bon, bah voilà, j'étais en présence de quelque chose qui était dans ma tête. J'ai vécu ça comme quelque chose d'extrêmement réel. Après, on peut, tu vois, sortir du trip et l'interpréter de plein de manières, mais sur le moment, en tout cas, j'avais vraiment le sentiment d'être en contact avec l'esprit de la plante. Et donc, on a regardé. Elle m'a dit, mais elle m'a demandé, qu'est-ce que tu veux ? C'était assez simple comme question. Et j'ai dit, je voulais savoir pour mon père s'il y avait eu un inceste. Et donc, on a compulsé ensemble un peu le livre de ma vie à une vitesse phénoménale. Et elle n'a rien trouvé. Donc, quelque part, ça répondait à ma question. Et en même temps, ça en a ouvert plein d'autres. Là, pour le coup, c'est là que ça a vraiment commencé, où j'ai tout un tas de remises en question du modèle du monde tel qu'on me l'avait enseigné à l'école, en fait. Alors, c'était beaucoup une sensation de bien-être. Je sentais de l'amour inconditionnel. J'avais l'impression d'être trempée dans quelque chose que j'avais jamais connu. Bon, c'était forcément des substances aussi, tu vois. Je pense qu'il y avait des hormones qui agissaient, mais j'étais bien. Et je me disais, mais c'est ça l'amour. Là, je découvre ce que c'est que l'amour inconditionnel. Et là-dedans, c'était une voix. C'était une voix à l'intérieur de ma tête, cette rencontre. C'était une présence aussi. J'ai pu dessiner, tu vois. Je voyais... C'est délicat parce que c'est pas une vision comme je vois une belle femme ou je vois un tigre. Non, c'était une perception, ouais, comme tu sais, un peu entre l'intuition. Mais j'ai clairement entendu cette voix, j'ai clairement eu un dialogue en fait, avec une présence qui se manifestait à l'intérieur de ma conscience. Ça a ouvert d'autres questions. Parce que avant, je pensais pas qu'une plante pouvait parler. C'était vraiment le truc le plus idiot que j'avais jamais entendu, quoi. Et aujourd'hui, je sais très bien que ça sonne toujours étrange, même si moi j'ai passé du temps à essayer de trouver des explications rationnelles, puisque c'est comme ça que j'ai été élevée, que je fais partie de cette société, et j'étais pas équipée, si tu veux, pour prendre mes distances, se dire, mais oui, bien sûr, j'étais pas élevée par des babacools, tu vois. Moi, mes parents, ils étaient vraiment très, très scientistes, et donc j'ai une loyauté par rapport à ça, j'ai envie de rester en contact, je voulais pas me marginaliser par rapport à mon milieu. Et comme mon milieu était constitué de gens, et toujours d'ailleurs constitué de gens très rationnels, j'ai eu besoin de le déconstruire, mais d'une manière qui serait entendable en fait par mes concitoyens. Tu vois, c'était pas... Sinon, j'aurais pu partir en Amazonie et puis moi-même, voilà, donner la plante. Je connais des gens qui ont fait ça. Moi, je me suis dit non, c'est pas ça. Moi, j'ai ma place, c'est ma place d'artiste. En tant qu'artiste qui vient d'une famille plutôt scientifique, parce que j'ai pas dit, mais ma grand-mère était une chercheuse à l'Institut Pasteur. Enfin, tu vois, il y a vraiment une culture, mon frère est chercheur, il y a une culture de la recherche dans ma famille. Donc, ça a ouvert des questions. J'ai eu envie de les ouvrir avec une lunette un peu comme ça, scientifique. Enfin, je me suis dit, mais c'est bizarre, la science, pourquoi elle n'étudie pas ça, en fait parce que si c'est une manifestation, même si c'est que cognitif. Donc j'ai commencé à rentrer dans des groupes internet, tu vois, de gens qui avaient effectivement fait ces mêmes expériences et pour ensemble essayer de se donner des informations. En revenant de cette expérience, en descendant de l'avion, il y avait l'enterrement de ma tante. J'étais dans un état extrêmement
béat, si tu veux. J'avais à la fois beaucoup de bonheur à l'intérieur, d'avoir touché l'amour, la douceur, d'avoir eu toutes ces épiphanies sur ma responsabilité dans ma vie, tout ça. Et en même temps, il y avait a commencé tout de suite à émerger une forme un peu de souffrance du fait que je pouvais pas partager ça avec ma famille. Et que je voyais les gens et j'avais l'impression d'être très très loin d'eux. Et ça, c'était un truc de l'ordre de la marginalisation que peut produire l'usage de drogue, qui fait vraiment partie pour moi du tableau de la question est-ce que faut-il en prendre ou non. Pour l'instant, je trouve que ça met dans une posture un peu marginale et ça devient un peu un handicap, quoi, socialement. En sortant de cette expérience, je me suis pas dit que j'allais recommencer, en fait, mais c'est quand même... à chaque fois que j'en ai pris, je me disais qu'il fallait être raisonnable et qu'il fallait raccrocher. Une fois que j'avais eu de la communication, voilà. Mais c'était quand même la curiosité et puis le fait que ça me fasse aller mieux. Quand même, c'était... et la discussion aussi avec d'autres gens, justement, d'autres gens que j'ai commencé à fréquenter, qui avaient aussi... qui avaient à peu près la même approche que moi, d'autres gens qui vont te dire « Ah oui, mais alors du coup, il y a un autre produit, c'est encore plus énorme, tu vas voir, là, tu vas aller bien pendant des années. » Et donc, je me suis retrouvée à essayer encore une autre substance. Donc, la substance que j'ai essayée après, c'est le Bufo. C'est la transpiration d'un crapaud qui vit dans un désert du Mexique. C'est un produit qui a été découvert assez récemment, qui n'est pas, contrairement aux autres, qui n'est pas traditionnel. Et on m'en avait vanté les mérites comme quelque chose de très antidépresseur, quoi. Donc on m'avait dit que c'était vraiment surpuissant, et ça, c'est vrai que ça n'a pas raté. C'est vrai que c'était surpuissant. Je dois dire que ce qu'on m'avait dit... du coup, en plus, je me suis dit, bon, maintenant, j'arrête d'être trop sceptique, quoi, parce que après, quand je me suis fait prendre un peu au piège d'avoir pensé que c'était pas possible l'esprit d'une plante me parle, et puis de me retrouver complètement à la première personne à fond dans la situation, je me suis dit, bon, maintenant, je vais écouter ce que les gens disent. Donc j'ai pris ça je me suis retrouvée dans un pays où c'était toléré, et j'ai pris ça dans une chambre Airbnb. J'étais à peu près seule, là c'était des sessions seules, c'était pas en groupe. C'est un produit qui est fumé avec un briquet dans une pipe, ça dure très peu de temps. En fait, une fois qu'on a inhalé la fumée, ça dure 15 minutes. Et la manifestation, c'est que l'univers s'est décomposé à une vitesse hallucinante devant mes yeux. La chambre Airbnb a disparu, et puis il y a une espèce de compte à rebours qui s'est mis en place assez rapidement. Donc les milliards de cellules de l'univers, les milliards de milliards, sont devenus... L'univers s'est rétréci, en fait. J'ai vécu un rétrécissement de l'univers, et jusqu'à ce que j'entende cette espèce de décompte dans ma tête... à partir, je sais pas, je sentais que ça allait vers le zéro, quoi, tu vois, donc ça faisait 10, 9, et je me disais, il y avait de moins en moins de choses dans le monde, et ça rétrécissait, et je me suis dit, je vais me prendre un mur, ça va être terrible, je sais pas ce qui va m'arriver, mais ça va être d'une violence inouïe, et puis donc le compte à rebours continue, 3, 2, 1, et là, au lieu d'un mur, je me prends effectivement un mur, mais un mur de douceur. Comme j'avais rencontré l'amour avec l'ayahuasca, là, je rencontre la douceur. Et je me retrouve encore dans un espèce de bain de blancheur, de lumière partout. Et j'ai l'intuition, un peu comme ça, comme un espèce de téléchargement. Je me dis, mais ça, c'est l'endroit de Dieu. J'ai l'impression d'être au milieu de la géographie je sais pas. Je me dis, tiens, je suis au centre de quelque chose. Une sorte de centrale nucléaire cosmique, quoi. Et je me dis pas c'est Dieu, je me dis c'est ça le truc que les gens ils ont appelé Dieu. Tu vois, c'est un peu la différence, mais je me suis dit c'est ça, je sens que je suis en train de vivre quelque chose que si d'autres humains avant moi ont vécu, je pense que d'autres humains avant moi l'ont vécu, et c'est ça qu'ils ont appelé Dieu. Parce que ça me paraissait flagrant, que ça correspondait un peu en tout point à ce qui pouvait être perçu comme une source d'énergie divine, quoi. En sortant de là, c'est vrai que ça m'a tenue énergétiquement pendant très longtemps, quoi. Une fois que j'ai vécu ça, je me suis dit, mais comment peut-on aller mal en ayant ça dans le cœur ? Et bon, évidemment, au bout d'un moment,
ça, ça disparaît quand même et la vie reprend ses droits et on n'est pas, c'est pas l'extase permanente donc. Mais bon, là-dessus et surtout à la fin du trip, ce qui a été déterminant, c'est que j'ai compris que mon père allait mourir. Il y a eu aussi cette espèce de prise de conscience. Je vivais toutes ces années dans un conflit larvé avec mon père pour une autre histoire qui datait d'avant les hormones de croissance, qui était une histoire de vol. J'avais volé à l'étalage en face de chez mes parents, donc mon père, à ce moment-là, s'est beaucoup fâché contre moi et j'avais trouvé qu'il avait cessé de me regarder. Peut-être c'est pour ça que j'avais eu après le syndrome de Peter Pan de plus grandir. Parce que je trouvais que c'était très injuste, vu que je savais que si j'avais été délinquante, c'est parce que j'avais l'impression que la loi n'était pas respectée à la maison par sa femme, et donc lui n'appliquait pas bien la loi. Donc c'est pour ça que j'avais commencé de la petite délinquance. Et bref, toute cette histoire n'avait pas été résolue. On était resté en conflit un peu larvé avec mon père pendant presque, je sais pas, 25 ans. Et je me disais, ah là là, mais j'ai eu la conscience il était vieux, qu'il allait mourir. J'avais l'impression qu'il allait mourir bientôt. Et du coup, à partir de là, ce qui a vraiment changé dans ma vie, c'est que je me suis dit, il faut absolument que je résolve ce conflit avec mon père. J'ai pas réussi à résoudre ce conflit avec mon père de son vivant. J'ai essayé, mais je pense que j'avais vraiment une grosse inhibition au niveau de la parole. Je crois qu'au niveau de ma maturité cérébrale, j'étais coincée à l'âge de 13-15 ans, en fait, par toutes ces histoires. Je n'ai pas d'autre explication, sinon, parce que je vais pas parler de lâcheté, je trouve ça vraiment être traître à moi-même. Mais je n'osais pas en parler, c'était impossible. Quand j'essayais de parler, il me disait, mais à quoi bon parler? Il me répondait ça, il m'a dit, à quoi bon parler? Et plus il vieillissait, plus c'était compliqué. Ma mère avait fait une deuxième tentative de suicide. J'avais toujours l'impression que ramener... À un moment donné, on a eu un rendez-vous pour parler de cette histoire et des hormones et tout ça. Et juste avant ce rendez-vous avec mes parents, mon père a été victime d'une escroquerie par des gens qui sont venus chez lui pour expertiser ces tableaux et qui ont embarqué les tableaux en fait. Et je me suis dit, waouh, je vais pas tirer sur l'ambulance, mon père, ça y est, il commence un peu à être faible, j'ai pas envie de l'enfoncer, je voulais pas l'humilier, tu vois. J'avais l'impression que ça pouvait être pris de ce côté-là, et c'est vrai que vu la tête que mon père a fait au rendez-vous, ça ressemblait plus à ça. Il n'était pas du tout prêt au dialogue, et donc j'ai fait ce que je considère aujourd'hui être une grave erreur, de pas insister, quoi. De pas insister pour moi, sauver ma peau à moi, quoi. J'ai pas réussi à parler à mon père, mais juste avant qu'il meure, quand même, je lui ai envoyé une lettre avec une photo de mon fils en disant qu'on avait... en le remerciant, j'avais envie au moins qu'il parte. En fait, j'avais envie qu'au moins quelqu'un aille bien. Et moi, dans un élan de générosité, je lui ai dit je lui ai remercié pour son héritage, au sens d'héritage de ce qu'il m'avait transmis, c'est-à-dire l'écriture. C'est quelqu'un. Il était aussi, il écrivait des romans à 16 heures perdues, qui duraient très longtemps d'ailleurs, 16 heures perdues. Donc on le voyait pas beaucoup, mais bon, il m'a transmis l'amour du beau, il m'a transmis ce avec quoi j'ai ensuite gagné ma vie, donc l'écriture. Et je l'ai remercié, et ça, je sais que ça lui a fait du bien. Mon frère m'a dit que ça lui avait fait beaucoup de bien, donc au moins c'était quelque chose de positif. Alors j'ai fait une psychanalyse quand j'étais très jeune, ce qui je pense était une erreur, parce que ça m'a un peu coupée dans des élans d'action, alors que j'étais quand même pas mal partie. Mais je faisais ça, alors c'est assez horrible à dire, mais vraiment je faisais ça pour m'améliorer, parce que j'avais intégré... Enfin, ça fait partie un peu du trauma, justement, que j'ai déconstruit après, que j'avais appris qu'il fallait que je me corrige, que j'étais pas suffisante. Comme on m'avait donné des hormones pour aller, je sais pas moi, libérer mon plein potentiel, ou juste pousser, vider le tube de dentifrice, de tout ce qu'il pouvait y avoir à tirer de moi, j'avais pris, c'est ce que j'appelle la mémoire procédurale, c'est devenu... l'enveloppe qui me contenait, tu vois, l'enveloppe d'inconscient qui me contenait. Ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, et ça, c'est plus tard. Donc, j'ai fait une première fois... Enfin, oui, j'ai vu des psys quand j'étais jeune. Après, j'ai arrêté parce que j'étais fâchée contre ça. J'ai recommencé quand j'ai eu mon fils parce que je voyais bien que j'avais des accès de violence et il était hors de question que je reproduise la violence de ma mère. Et puis, après, mon père a fini par faire un AVC. Et moi, j'ai fait un burn-out parce que il est devenu méchant à cause de la démence vasculaire. Et j'ai fait un burn-out parce que j'ai essayé de l'aider et que ça s'est très mal passé. Donc, ne pouvant pas l'aider, j'ai pété un plomb littéralement. J'ai senti un fusible qui explosait dans ma tête. J'ai souffert, je pense, d'une douleur atroce parce que je pensais qu'on allait... En fait, j'aimais énormément mon père. J'avais ce souvenir-là d'enfance, qu'on avait vécu quand même des moments de grâce.
Et donc c'était pour moi insupportable l'idée qu'il s'en aille sans qu'on se soit réconcilié. Donc j'ai pété un plomb et j'ai perdu un certain nombre de compétences cognitives, tu vois, de genre faire des dossiers, préparer des choses, enfin même réfléchir, ça devenait compliqué. Donc j'ai consulté une première psy spécialiste en burn-out, et après je me suis retrouvée en psychotrauma. Je suis allée sur les conseils d'une amie qui avait vécu un peu la même chose, un burn-out, tout ça. Elle m'a dit va voir des spécialistes, et j'ai découvert les centres régionaux de psychotrauma qui font partie d'un ensemble international d'une nouvelle un peu psychiatrie qui prend en compte le trauma et qui est bien renseignée dessus. J'ai lu le bouquin qui s'appelle Le corps n'oublie rien. Je cochais toutes les cases du truc. Donc oui, je me suis beaucoup formée et je vois encore cette psychiatre avec qui, enfin voilà, on a quand même tissé une belle complicité, qui m'a proposé de faire des ateliers d'écriture, enfin d'y participer moi-même, ce qui m'a amené à vouloir écrire mon récit en fait, au-delà de faire des chansons. Je crois que c'est en se rentrant de la session d'ayahuasca, j'étais suivie par une psy gestalt et elle m'a énormément aidée. Elle m'a vraiment rattrapée, si tu veux. C'est comme si je retombais du ciel, et j'ai eu l'impression d'être accueillie, enfin, comme on dit, assuré, tu vois, on dit en escalade. C'est vrai que je déconseille. Enfin, moi, si les gens ont envie de se lancer là-dedans, je pense que c'est bien d'être accompagné par des gens qui n'ont pas forcément pris les produits, mais justement qui ont un autre cadre de référence. Et ça marche aussi. Enfin, le cadre de référence dans lequel elle m'a réceptionné en fait, au sortir de cette expérience, il a été super important. Je pense que j'aurais pas eu ça, j'aurais été très très perdue. Et effectivement, elle a raccrocher ce que j'avais vécu à des notions qui sont psy, enfin oui, un cadre hyper élaboré pour le coup. Et puis même, moi j'ai toujours tenu à rester bilingue. C'est un peu une expression que je tiens des musiques traditionnelles, parce que j'avais l'impression que je venais des musiques, tu sais, la musique écrite, la musique un peu savante, et puis je suis allée vers des traditions orales, et je me suis dit, tiens, mais j'ai envie de rester bilingue, à la fois de savoir la musique, d'utiliser les deux, en fait, et de pouvoir passer de l'un à l'autre. Et moi, j'aime bien l'idée de pouvoir passer de la rationalité à quelque chose de plus psychédélique, qui nécessiterait une autre forme de rationalité, en fait, parce que pour moi, ça n'est pas irrationnel, ça nécessiterait une rationalité un peu 2 ou 3.0, je sais pas comment l'appeler. Mais oui, je trouve ça hyper important, et de créer des ponts aussi, justement. Pas que ce soit un espace... c'est déjà suffisamment marginalisé, parce que c'est interdit, notamment. Si en plus on ne crée pas de pont avec nos concitoyens, avec la mentalité ambiante, et ce qu'elle peut avoir de meilleur des fois, notamment ce truc de psychotrauma, qui reconnaît en fait les blessures infligées par les diverses dominations qui traversent la société. Si on n'a pas ça, c'est dommage, on se prive de quelque chose effectivement d'hyper important, quoi, pour guérir. J'ai demandé à Marguerite si elle avait suivi une psychanalyse, parce que je trouve qu'elle a une conscience avancée de sa relation avec son père, et que c'est souvent le signe que quelqu'un a suivi une thérapie analytique. D'après ce que je comprends de ces deux pratiques, l'analyse et le psychédélisme, elles suivent le même objectif, la résolution des conflits inconscients, en leur permettant d'émerger à la lumière de la conscience grâce à une élaboration symbolique, c'est-à-dire en faisant le récit de ces conflits. Mais l'élaboration symbolique est différente dans l'analyse et dans l'expérience psychédélique. Dans l'analyse, ça passe par la parole, ce qui permet une intégration solide dans l'expérience quotidienne, qui est tissée de mots, alors que dans l'expérience psychédélique, ça peut aussi passer par les mots, mais dans les expériences les plus profondes, l'inconscient communique plutôt à travers de symboles, de mythes, d'archétypes, d'entités, etc. Il peut même parfois adopter un langage totalement abstrait, et c'est ce qui explique selon moi que les consommateurs rapportent des expériences ineffables. On ne peut pas les raconter parce qu'elles utilisent des systèmes symboliques infraverbaux, archaïques et puissants. On a la conviction d'avoir vécu quelque chose d'incroyablement important, et c'est le cas, mais on ne peut pas le rapporter, puisque ce qui nous a été communiqué ne l'a pas été par la parole. Et il est donc plus difficile ensuite de l'intégrer. C'est possible de le faire, mais ça prend du temps, et ça nécessite en fait un travail d'analyse, très semblable finalement au travail analytique des rêves. Voilà, tout ça pour dire que je trouve que le récit de Marguerite exprime bien en quoi ces deux pratiques se complètent bien à mes yeux.
Avant de vous quitter, petit rappel qu'il est possible de soutenir le podcast financièrement grâce à la page Tipeee dont le lien est en description. Dans le prochain épisode, Marguerite va réhabiliter le cannabis comme plante entéogène en nous racontant une expérience particulièrement intense et surprenante. D'ici là, portez-vous bien.